Comencem amb la primera conferència. Us presento la Christine Arrieta. Ella va fer estudis universitaris a París i després de passar oposicions com alguns de nosaltres es va convertir en professeur certifié d'Histoire-Géographie, és a dir, professora permanent de l'ensenyament francès. Així doncs, és professora de l'assignatura de Geografia i Història des de fa una colla d'anys i com a tal ha exercit a diferents centres, tant a França com al País Basc com a Catalunya. Concretament, és professora del Lycée Français de Barcelona des de l'any 2001. És una experta en docència, en la seva assignatura i en els diferents nivells del sistema escolar. Ha impartit classes tant a col·legi com a liceu i ha tingut una particular dedicació a les assignatures de 6è, seconda, primera i terminal. És a dir, que el programa amb el que esteu treballant vosaltres al centre, la Christine el coneix bé, molt bé. És per això que l'hem convidada a participar en aquesta jornada. Li dono les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i li passo la paraula perquè comenci la conferència que té per títol La France en crise dans les années 1930. Merci. Eh bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous. Et je remercie donc l'Université de Pompeu Fabra de me permettre de partager ce moment avec vous. Donc nous allons traiter d'un des thèmes qui est à votre programme, à savoir la France dans la crise des années 30. Alors ça fait longtemps, 80, 85 ans, mais vous allez voir que ce que nous traitons peut vous rappeler éventuellement certains événements que nous sommes en train de vivre, peut-être. Bien, alors je vous propose de traiter ce thème sur 3 grands axes. Nous allons y répondre au fur et à mesure, 3 questions. D'abord, quelles sont donc les causes et les manifestations de la crise en France dans les années 30 ? La crise a touché toutes les démocraties libérales, la France en particulier, et nous verrons en quoi c'est quelque peu différent. Ensuite, nous verrons les réponses apportées à cette crise par l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Et enfin, comment la France réagit aux tensions internationales qui vont être finalement, à la fin de la période, le souci principal de la France comme des autres pays d'ailleurs. Alors, la crise. La crise, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Cette crise, elle est partie des États-Unis, la fameuse crise de 29, la crise boursière de Wall Street, le jeudi noir, le 24 octobre. Et justement, j'ai choisi cette photo de la photographe américaine Dorothea Lange, qui résume bien la situation de désarroi dans laquelle se trouve la population à ce moment-là. Les États-Unis sont les premiers touchés, les plus fortement touchés, et ça va se répandre dans le monde entier, capitaliste, sauf l'URSS de l'époque. Ce n'est pas seulement une crise économique dans ces années 30, il y a aussi une crise politique, la montée des régimes totalitaires, les totalitarismes, avec les 2 grandes vedettes, à savoir Mussolini, arrivé au pouvoir en 1922, après la marche sur Rome en Italie, et Hitler, arrivé très légalement au pouvoir en 1933. Donc une tension déjà à ce niveau-là. Et en France, 1931, eh bien, on se sent un petit peu à l'abri. On inaugure une très grande exposition, l'exposition coloniale dans le bois de Vincennes, au sud-est de Paris. On se sent à l'abri, on montre sa puissance. On a le deuxième empire colonial après la Grande-Bretagne.
Et on veut montrer à nos concitoyens tout ce que l'on a de bien. C'est un énorme parc d'attractions qui est organisé. On reconstitue les monuments les plus remarquables qu'il y a dans l'Empire. Ici, justement, à l'échelle 1, le temple d'Angkor Wat, au Cambodge, qui est donc inauguré en présence des autorités. À l'époque, le président de la République, Doumergue, et le maréchal Lyautey. Oui, d'accord. Merci. Bien. Alors, donc la France commence à être touchée, mais plus tard. Donc on va voir la France face à la crise de 1931-1935, dans un premier temps, et quelle est l'originalité, justement, de la crise en France. Bien entendu, d'abord, une crise économique, mais qui va pas être immédiate. Si la crise touche les autres pays, les États-Unis en premier, les autres pays européens, la France croit longtemps être à l'abri. Elle développe des industries modernes, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, les industries chimiques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on se sent à l'abri dans cet empire colonial qui apparaît comme un débouché pour nos produits. Et en même temps, un immense réservoir de richesses considérables. Donc, on se sent tout à fait en sécurité dans ce monde-là. D'autant plus qu'il y a du travail. L'État aussi a engagé des grands travaux dans la construction, en particulier de cette fameuse ligne Maginot, ligne fortifiée, moitié enterrée, dont vous voyez quelques images ici, qui a été entreprise dans les années 20, justement, pour prévenir une éventuelle seconde invasion allemande, dont se pensait que, bien entendu, il ne pourrait passer que par la frontière commune. Donc c'est ici que c'est surtout fortifié. Ça coûtait très cher, ça donnait beaucoup de travail, mais ça n'a servi strictement à rien, puisque durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands connaissant le chemin sont passés par le nord. Bien, mais en attendant, ça donne du travail. En plus, la structure économique des entreprises françaises est tout de même assez archaïque. Ça repose sur des petites entreprises qui sont peu mêlées au commerce international. Si bien que tout ce qui peut se passer à l'extérieur, ne nous touche pas vraiment. Cependant, évidemment, ça va arriver. Arriver plus tard qu'ailleurs, ça va arriver en 1931, lorsque les autres pays vont commencer à réagir. La Grande-Bretagne va dévaluer la livre en 1931, puis les États-Unis, le dollar, en 1933 et 1934. Et du coup, en dévaluant leur monnaie, nos produits à l'exportation ne sont plus compétitifs. Par conséquent, on ne vend plus. La production industrielle chute. Ça entraîne aussi la chute de tous les différents secteurs économiques. Les revenus agricoles dégringolent, les salaires également. Et parallèlement, qu'est-ce qui monte ? Bien sûr, le nombre de chômeurs. Si bien qu'en 1935, la France est profondément enfouie dans la crise, alors que les autres pays commencent petit à petit à s'en sortir. Donc en fait, la crise touche la France plus tard, peut-être moins brutalement que les autres, mais de toute façon, d'une façon beaucoup plus durable. Donc voilà l'état des lieux, avec un nombre de chômeurs secourus, c'est-à-dire officiels. Il y en a davantage, bien sûr. Dès 1934-33, on atteint les 300 000 chômeurs. Alors, cela va entraîner une crise sociale. On est dans une société qui va se trouver déstabilisée. La baisse de l'activité augmente automatiquement le nombre des chômeurs secourus. Et c'est la première fois, finalement, que le chômage apparaît comme un enjeu politique
dans la société française, en particulier à la suite de cette longue marche organisée en 1933 par le Parti communiste français, longue marche de chômeurs qui viennent à pied, qui viennent du nord, les régions les plus industrielles, qui ont été touchées de plein fouet par la crise, et ils viennent sur Paris et ils rencontrent d'autres travailleurs sans emploi. Et justement, vous avez cette photo qui le montre, et on vous le commente, une mère de casquette, piquée de drapeau rouge, houlait autour d'une foule du travail ou du pain. Alors, casquette, là, un petit détail, mais à cette époque-là, tout le monde est chapeauté, hommes comme femmes, et ça révèle un petit peu l'appartenance à la catégorie sociale. Bon, les casquettes, c'est pour les ouvriers. Alors, si vous regardez bien, il peut y avoir effectivement un chapeau, là, mais c'est ce monde ouvrier, là, qui se manifeste. Et on prend conscience, vraiment, à l'occasion de cette marche, de la question ouvrière et des chômeurs en particulier. Il n'y a pas que les salariés qui sont touchés par le chômage, tous les secteurs de l'économie vont être frappés, les paysans vont voir leur pouvoir d'achat diminuer, ils ne vendent plus, les commerçants, les industriels, bref, des classes moyennes, des classes indépendantes, qui, et c'est là le problème, enfin pour l'époque, sont les bases du régime politique, sont les bases de la République. C'est l'électorat, les bases sociales de la République de cette époque-là. La République, qui est une république parlementaire, qui respecte évidemment la séparation des trois pouvoirs, avec tout de même un privilège pour le pouvoir législatif. Et le gouvernement est aussi, durant cette période, entre une gauche modérée, une droite modérée, mais on retrouve la plupart du temps des hommes du Parti radical, qui, justement, sont élus par cette petite bourgeoisie, ces classes indépendantes. À ce moment-là, les seuls qui apparaissent vraiment privilégiés, qui peuvent apparaître privilégiés, ce sont ceux qui ont un revenu fixe. Au début, ça ne va pas durer longtemps, ceux qui reçoivent une pension, les petits fonctionnaires, mais ça ne va pas durer longtemps. Ce que l'on voit surtout, c'est s'agrandir les files de chômeurs. À cette époque-là, il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas d'aide, que des associations caritatives, et donc des files qui s'allongent au niveau pour la soupe populaire, ici, du 3e arrondissement. Bien, alors, société déstabilisée, et en même temps, ça va entraîner une crise politique. On a une république qui se trouve menacée. Le gouvernement ne trouve pas de solution. On s'enfonce de plus en plus dans la crise. Les premières solutions, c'est des solutions classiques. On se fixe sur le déficit budgétaire, puisque l'économie se dégradant, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse, on dépense plus qu'on ne reçoit. Par conséquent, on se fixe là-dessus, trouver une solution. Et la solution qui est trouvée en 1935, c'est justement la déflation, c'est diminuer le salaire des fonctionnaires, c'est baisser les pensions. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de pensionnés de la Première Guerre mondiale, donc c'est le désarroi. Ça contribue à déstabiliser la société. Les politiques sont impuissants et finalement, la crise de confiance s'installe envers le régime. Au moment d'écouter les hommes politiques, on va être davantage attiré par les discours extrêmes. L'opinion publique se détourne des partis traditionnels qui n'offrent pas de solution, et il se tourne vers l'extrême gauche, qui à l'époque c'est le Parti communiste, et vers l'extrême droite, qui là foisonne de petits partis. Ce ne sont pas vraiment des partis, ce sont des associations, des mouvements politiques que l'on appelle les ligues. Des ligues qui ont tout en commun de vouloir un changement. Un changement qu'ils pensent obtenir avec de l'autorité. Ils n'ont plus du tout confiance dans ces parlementaires. Il faut changer les structures, il faut au besoin renverser le gouvernement. Le mécontentement est très varié.
Ici, justement, vous avez le badge d'un ligueur, un badge anti-parlementaire. La République est une république parlementaire, il faut changer. Donc là, c'est très clair, je ne suis pas député. C'était comme une dernière insulte. Et en plus, au cœur du badge, vous voyez justement la façade de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, à Paris. Et évidemment, une croix dessus. On n'en veut plus, il faut changer. Ces ligues sont nombreuses, variées, mais je vous le dis, toujours la même chose, changer le régime. Et elles veulent un régime d'autorité. Elles s'organisent bien souvent en organisation paramilitaire, des défilés, des uniformes, des insignes. Parmi les plus célèbres, eh bien, justement, les croix de feu du colonel Delarocque, qui attire beaucoup d'anciens combattants. Et là, vous avez justement son symbole. Il y en a d'autres, les Camelots du Roi, qui sont un petit peu le bras armé de l'Action française, un mouvement d'extrême droite qui, lui, méprise tout à fait la République, qu'il appelle la gueuse, et qui veut remplacer par la monarchie. Donc on a tout, et là, ce sont ces hommes de main qui défilent. Vous voyez d'ailleurs tous, vous pouvez remarquer, ils ont une canne plombée, qui peut leur permettre d'amener les gens à la raison, si on peut dire. Bon, alors là, c'est les plus extrêmes. Ils ont un modèle, c'est le fascisme, les fascistes italiens. C'est Mussolini, c'est très clair. Et on les appelle les francistes, avec Bucard, enfin le francisme. Donc là, une tendance très nette au fascisme. Alors tout ça, c'est évidemment une très grande instabilité qui est organisée dans les rues, des manifestations, tout ça se voit. À cela, il faut ajouter, comme si ce n'était pas assez, énormément de scandales qui éclaboussent la classe politique. Des scandales politiques, économiques, financiers, de toutes sortes. On nage dedans. Et finalement, l'affaire la plus forte, la plus grosse, c'est l'affaire Stavisky. Stavisky, donc vous avez ici une image, on l'appelait aussi le beau Sacha. C'est un escroc, tout simplement. Mais il était juif en plus, si on peut dire. Il était étranger, il était né du côté de Kiev, d'origine polonaise. Il avait trempé dans un tas d'affaires, mais il s'en tirait plutôt bien. Jusqu'au jour où il est tout de même arrêté. Il est accusé d'avoir émis des bons du Trésor, faux évidemment, à la banque, dans une banque à Bayonne. Et pour arriver à faire ce coup-là, il a bénéficié bien évidemment de l'aide d'hommes politiques haut placés. Donc il est effectivement arrêté. Il arrive à s'échapper, mais, chose curieuse, on le retrouve mort dans son chalet près de Chamonix. C'est dénoncé par le Canard enchaîné, que vous connaissez peut-être, ce journal très ancien, il est né dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale, et il continue encore. Le Canard enchaîné, donc journal satirique par excellence, qui dénonce, à sa façon humoristique, Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. Autant dire qu'on l'a suicidé. Effectivement, il est difficile de se suicider avec 2 balles dans la tête. Voilà, donc là, il y avait quelque chose. Bon, scandale. Tout le monde est mêlé, personne ne retrouve, personne n'arrive à donner d'explications sérieuses. Il faut changer. Il faut changer. Alors là, bon, je vous ai choisi cette caricature, bien entendu, tirée d'un hebdomadaire d'extrême droite qui fait des jeux de mots, peut-être. La finesse du jeu de mots, enfin, ça a le mérite d'être clair. Point final, à la ligne, il faut changer, il faut terminer, il faut aller ailleurs. Mais en même temps, c'est le point qui va casser. Qui va casser quoi? Qui va rompre quoi? L'Assemblée, la Chambre des députés. Donc il n'y a pas 10 solutions, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'une dissolution. Jeu de mots, les 10 solutions et une dissolution en terminée avec la Chambre. L'occasion... Alors évidemment, ce n'est pas l'humour ici, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans la tension dans laquelle on est. Mais les esprits sont très excités, surtout que vient s'ajouter un incident où le président du Conseil de l'époque veut remplacer le préfet de police de la ville de Paris, Chiappe, qui est soupçonné d'avoir trop de sympathie vis-à-vis des ligues.
Par conséquent, il veut le remplacer par un autre. Alors là, c'est peut-être la goutte d'eau aussi qui fait déborder le vase. Et toutes ces différentes ligues, ces anciens combattants décident de manifester devant la Chambre des députés. Alors, chacun a son itinéraire, mais ils doivent se rassembler devant la Chambre des députés. Pour ceux qui connaissent, vous voyez, de l'autre côté du pont de la Concorde. Donc, manifestation, tout le monde défile. Ici, par exemple, les manifestants des anciens combattants. Nous sommes le 6 février 1934. Vous voyez ces anciens combattants qui défilent pour demander un autre type de régime. Ils ont mis leur décoration, les drapeaux de leur bataillon, mais ces manifestations dégénèrent. L'émeute place de la Concorde est violente. Vous le voyez là, les manifestants qui sont en train de lapider la garde républicaine. Et ça se solde par 15 morts et plusieurs centaines de blessés. Mais la Chambre des députés reste là. Résultat tout de même, le président du Conseil, le chef du gouvernement, qui est aujourd'hui l'équivalent du Premier ministre, est amené à démissionner. Il s'agit du radical Daladier. Nous allons le retrouver. Il venait d'être investi, et là, devant la manifestation de la rue, il démissionne. Alors c'est quand même, pour la première fois, devant une manifestation, tout simplement, un chef de gouvernement qui démissionne. Quand même, la situation est grave. Elle est grave, mais la Chambre est toujours en place. Les journaux réagissent, chacun suivant leur tendance. Ici, c'est la une du journal de la SFIO, l'ancêtre du parti socialiste, le Populaire, qui, justement, reconnaît qu'un coup de force, un coup d'État, une tentative de coup d'État fasciste a eu lieu, mais elle a échoué. Par contre, la une d'Action française, qui met l'accent sur l'émeute sanglante, Paris couvert de sang, on exagère pas. Et alors, toujours dans l'accusation, les parlementaires des voleurs, ça on le savait, maintenant, après cette répression, sont devenus des assassins. Donc là, la situation est vraiment très, très tendue. C'est un désarroi total dans la société même. Il y a la crise économique, il y a la crise politique, mais il y a aussi une crise de civilisation. De nombreux intellectuels de l'époque, dans leurs écrits, dans leurs engagements, le démontrent et aspirent même à un changement. Il faut effectivement changer quelque chose. On est à une période de tournant. Des écrivains, des philosophes, des scientifiques, des gens comme Arago, Malraux, Gide, aspirent à quelque chose de nouveau. Alors, ces manifestations de février 1934 ont tout de même fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait réagir à cela. Les forces de gauche décident donc effectivement de réagir. Et elles réagissent au bout d'une semaine à peu près, puisque le 12 février, les socialistes organisent un défilé contre le fascisme. Défilé auquel viennent se joindre les communistes. Je vous rappelle que la SFIO, Parti socialiste français, fondé par Jean Jaurès, que tout le monde maintenant nomme comme référent, donc est né en 1905 et s'est scindé en 1920 à la suite du congrès de Tours avec le Parti communiste français, à la suite des événements de la Révolution russe de 1917. C'est-à-dire que la gauche est finalement divisée entre socialistes et communistes. Et là, on prend conscience que vis-à-vis de ces espèces de tentatives de coup d'État, il faut réagir. Bien. Et la réponse, viendra avec le Front populaire. Le Front populaire, l'arrivée au pouvoir du Front populaire va apparaître comme une solution à la crise. Alors je vous dis tout de suite, le Front populaire ne va pas trouver de solution. On va s'enfoncer bien sûr dans la crise, mais le Front populaire est considéré comme un tournant politique majeur dans l'histoire de France, malgré son échec économique. Donc il y a bien quelque chose, c'est ce qu'on va
hein, et donc essayer de voir maintenant. Le Front populaire est donc né d'une réponse à cette crise qu'on vient de voir, une crise profonde. Hein, une crise profonde. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un nouveau parti, c'est une coalition électorale. On peut dire que l'acte de naissance du Front populaire, c'est le 14 juillet 1935, où les partis de gauche, syndicats, associations, décident de défendre les valeurs fondamentales de la République, de s'unir pour ça. Ils organisent une grande manifestation le jour de la Révolution française et ils font un serment, hein, que vous voyez donc ici. Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer, dissoudre les ligues factieuses, celles qui veulent tout casser, pour défendre, développer les libertés démocratiques, assurer la paix. Hein, ils prêtent ce serment, une manifestation énorme, à la tête de laquelle se trouvent, eh bien, on va retenir les trois grands partis de gauche à l'époque. On va commencer par le plus à gauche, à savoir le Parti communiste, dirigé à l'époque par Maurice Thorez. Ensuite, le Parti socialiste, c'est-à-dire SFIO à l'époque, dirigé par Léon Blum, et centre-gauche, le radical Édouard Daladier. Mais ils ont tout en commun de défendre des valeurs et de se préparer pour les prochaines élections législatives d'avril 1936. Donc, ils vont être fidèles à leur serment et ils préparent un programme que l'on résume par un slogan. Hein, pour que ça marche, il faut que ce soit court. Le slogan, le pain, la paix, la liberté. Alors, vous voyez bien sûr sur le fond rouge, hein, ce Front populaire qui est pour ces trois grands principes, le pain, qui s'oppose à la misère, le chômage, noir et blanc, la paix qui s'oppose bien sûr à la guerre, la liberté qui s'oppose au fascisme. Et là, vous pouvez reconnaître le symbole qu'on avait vu tout à l'heure des croix de feu. Le Parti communiste, donc là, c'est le Parti communiste qui a permis cette union, en quelque sorte, dans la mesure où il a abandonné son attitude de cavalier seul. Hein, pour eux, jusqu'alors, les socialistes, et CFIO, c'était des partis bourgeois qui voulaient participer au gouvernement. Mais là, pour eux, la priorité devient la lutte contre le fascisme, contre aussi le danger qui menace de l'autre côté du Rhin. Hein. Donc c'est l'union de la gauche. Mais avant tout, c'est une union électorale. Le programme n'a rien de révolutionnaire. C'est un programme plutôt proche des radicaux. Hein. C'est un programme rassurant, très éloigné du socialisme révolutionnaire. Finalement, en pratique, c'est un accord de désistement pour le deuxième tour. Hein, en France, à cette époque, comme maintenant, lorsqu'on vote, il y a deux tours. Ce n'est pas un scrutin de liste, hein, comme ici, c'est un scrutin uninominal. Il faut que le député élu emporte dans sa circonscription la majorité des inscrits, la majorité des votes des inscrits. C'est-à-dire un peu plus de 50% plus une voix, si vous voulez. Alors, plus il y a de candidats qui se présentent, plus les voix sont dispersées. Donc, deuxième tour. Hein, on ne retient que les deux premiers. Le fait d'avoir fait cette coalition électorale, ces trois grands partis, c'est-à-dire que les mieux placés reçoivent les votes des autres. Alors, reçoivent les votes des autres, ça veut dire que les différents partis demandent à leurs électeurs de voter pour celui qui vient en tête. Je vous donne un exemple. Vous êtes communiste, votre candidat est éliminé au premier tour, mais au deuxième tour se trouve un radical. Vous ne trouvez rien de commun avec le radical, mais vous suivez le mot d'ordre qui est donné, vous allez quand même voter pour le radical, parce que sinon ce serait quelqu'un de droite qui passerait. Donc c'est une union qui se fait pour faire bloc, hein, pour s'opposer à l'avancée de la droite et des ligues en particulier.
La campagne a été extrêmement violente. Lorsque les gens se rencontraient pour coller leurs affiches, ils se tapaient dessus. Propagande, contre-propagande, là, quelques exemples, il y en a plein. Donc vous reconnaissez tout de suite les deux côtés. Ici, de l'extrême droite, sur fond rouge, la menace. Vous reconnaissez tout de suite Staline, et tous ceux qui sont du Front populaire, qu'on accuse d'être des valets de Staline. Vous le voyez, le couteau entre les dents, avec sur le manche les symboles de la SFIO, du Parti communiste et même des francs-maçons. Et de l'autre côté, l'opposé, c'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que la tête de Staline a été remplacée par celui que vous reconnaissez tout de suite, bien sûr, Hitler. La pupille de ses yeux, c'est la croix gammée, sa moustache, l'aigle, et lui aussi, sur son couteau, alors lui, il a des symboles, des lignes, les croix de feu, la fleur de lys, de l'Action française. Une campagne très, très violente. Mais finalement, c'est le Front populaire qui l'emporte en mai 1936. Le Front populaire qui arrive au pouvoir en mai 1936 et il va développer une politique sociale exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas pionnière. Pionnière, puisque pour la première fois, il y aura des lois sociales dont nous sommes d'ailleurs encore les héritiers. Ce schéma résume très brièvement l'état de fait, la victoire électorale de printemps 1936, qui donne une chambre très favorable au Front populaire. En haut du rouge au rose, les partis qui soutiennent le Front populaire, les bleus, c'est la droite. Le Parti communiste français, la SFIO, et là, on a mêlé les radicaux et les différentes gauches, qui sont toujours multiples, mais unies cette fois-ci. Alors, le président du Conseil, qui est élu, est celui qui est le chef du parti qui a eu le plus de voix. Et c'est le parti de la SFIO, à savoir Léon Blum. Parce qu'ici, dans les 167 voix, il y a des radicaux, mais il y a d'autres gauches. Pas suffisamment. Le parti qui a remporté le plus de voix, c'est le Parti socialiste, la SFIO. C'est donc effectivement Léon Blum qui devient le président du Conseil, le chef du gouvernement. Les communistes, avec Maurice Thorez, ne participent pas au gouvernement. Staline veille, ce sont des partis bourgeois. Non, ils refusent de participer au gouvernement, mais ils promettent leur soutien. Derrière, celui qui est en train de se rouler une cigarette, c'est Daladier. Ou un cigare, je ne sais pas quoi, c'est Daladier. Celui qui est à droite, on en parlera plus tard. Il participe au ministère. C'est un ministre du Front populaire, ministre de l'Intérieur, Salancro. Il a déjà l'air soucieux. On verra pourquoi. Je vais peut-être revenir en arrière. Ce Front populaire qui est au pouvoir n'a pas un programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, révolutionnaire. D'ailleurs, Léon Blum parle lui-même d'une expérience de la gauche. C'est la première fois que la France est dirigée par un gouvernement où il y a des partis de gauche. Mais il n'est pas question de toucher aux structures de l'État. Il n'est pas question de toucher aux structures capitalistes de la France. Bref, il refuse toute idée de révolution. C'est un gouvernement de centre-gauche, on peut dire. Cependant, à peine arrivé au pouvoir, dès la fin mai, début juin, ce nouveau gouvernement doit faire face à un mouvement populaire inattendu, soudain, inattendu, d'une très grande ampleur. Les travailleurs dans les usines, dans les magasins, se mettent en grève. D'abord à Paris, dans les grandes villes, ça va être généralisé dans tout le pays. Un mouvement de grève d'une ampleur jamais vue, et mouvement de grève sur le tas, dans la mesure où les ouvriers restent sur leur lieu de travail, pour éviter que le patron remette les machines en marche, pour éviter que d'autres ne viennent travailler à leur place. Ils s'organisent, et vous voyez, tous les témoignages que l'on a, c'est dans la bonne humeur.
Ils s'organisent. Bon, ici, ils ont une usine automobile, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. On joue de l'accordéon, on se met même à danser. Ils y vivent jour et nuit, on leur apporte des paniers de provisions. Même dans certaines régions parisiennes, des vedettes du music-hall viennent les distraire. Et c'est dans la joie. C'est ainsi que naît ce qu'on a appelé l'esprit de 36. Hein. Alors, pourquoi est-ce que ces ouvriers sont-ils si joyeux, hein? Ils font la grève, ils ne vont pas être payés. Pourquoi ils sont si joyeux? Eh bien, c'est parce qu'ils ont élu un gouvernement qui sait. Ils savent que ce gouvernement leur est favorable. Ils savent que ce gouvernement ne va pas leur envoyer la police, qu'ils ne vont pas être délogés par la force. Ils ont confiance, alors qu'auparavant, ils n'avaient absolument pas confiance. Là, ils ont une très grande confiance, c'est pour ça qu'ils sont joyeux. Le résultat, c'est que le pays est complètement stoppé. Le gouvernement est arrêté. Les activités sont toutes arrêtées. Le gouvernement, Léon Blum, doit faire face à un grave problème. Il décide donc de réunir les représentants du patronat et les représentants des syndicats, là où est sa résidence officielle, l'hôtel Matignon, qui est toujours la résidence du Premier ministre, et sont signés, entre le patronat et les syndicats, sont signés les fameux accords Matignon du 7 juin 1936. Les accords Matignon qui marquent un très grand progrès social. On arrive à un compromis pour remettre la France au travail, augmentation de salaire, des augmentations de salaire de 7 à 15%. Alors 15% pour les salaires les plus bas, 7% pour les salaires les plus élevés. On met en place les conventions collectives, c'est-à-dire des accords qui sont conclus entre représentants des syndicats et représentants du patronat, où chacun sait ses devoirs, ses obligations dans ses conventions collectives, dans chaque branche professionnelle. Chacun connaît donc ses conditions de travail, son salaire, on sait à quoi on s'engage. On reconnaît aussi la liberté syndicale, on renforce bien sûr le droit de grève et aussi dans les entreprises de plus de 10 ouvriers, on met en place des délégués, des représentants du personnel. Ce sont de très grandes avancées sociales, surtout qu'il faut ajouter à ces accords Matignon, dans la foulée, 2 autres lois qui réduisent le temps de travail. Qui réduisent le temps de travail de 48 heures à 40 heures, et aussi et surtout, c'est ce qu'on a retenu dans les mémoires, les fameux congés payés. 12 jours ouvrables, ce qui fait finalement avec le week-end 15 jours de congés payés. Ça, c'est une première. Il y avait bien jusqu'alors le dimanche, le jour du Seigneur, mais bon, si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Tandis que là, 15 jours, et on continuait à recevoir son salaire. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. On va pouvoir se reposer. Donc là, vous avez plein de photos, plein de documents. Je choisis celle-ci de Cartier-Bresson, de 1936, bien sûr. Cet été de 1936, c'est une bouffée de jouvence pour les travailleurs. Ici, ceux-ci se reposent sur les bords de la Marne, près dans la région parisienne. D'autres vont pouvoir aller à la plage. Là, ces petits enfants très sympathiques des plages bretonnes, de Trégastel. Ou alors, on part en tandem, profiter des premiers rayons de soleil. La voiture, l'automobile, c'est pour les privilégiés. Donc, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, cet été 1936 est une véritable embellie, c'est le terme qui a été utilisé par Blum, une embellie pour les classes travailleuses, les classes populaires. Mais ça s'accompagne, tout ça aussi, d'un véritable projet. Il y a des préoccupations intellectuelles derrière tout ça, avec des gens comme Jean Zay, Léo Lagrange, qui veulent démocratiser l'enseignement, qui a un projet d'organisation des loisirs et des sports. Alors ça faisait beaucoup rire la droite, qui raillait toutes ces initiatives. Les travailleurs ont maintenant du temps libre.
Eh bien, justement, ce temps libre, il faut leur offrir quelque chose. Leur offrir quelque chose, il y aura des subventions pour les créations théâtrales, on multipliera les camps de vacances, on créera les billets de congés payés, ça existe toujours, je ne sais pas si les gens l'utilisent, mais ça existe toujours. Chaque travailleur a droit à effectivement un billet SNCF, deuxième classe, réduction, pour partir en vacances. C'est la création des auberges de jeunesse, où les jeunes et les moins jeunes peuvent trouver effectivement des logements hors de chez eux à des prix pas trop élevés. Bon, c'est vraiment une expérience. Une expérience, une réponse à cette attente de cette crise de société. Là, on a vraiment la volonté de faire une société plus juste, une société plus fraternelle, plus solidaire, plus chaleureuse. C'est vraiment, c'est ce qu'on a à garder, en tout cas, en mémoire. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas durer. Ça ne peut pas durer. Tout ça, c'est l'embellie qui a duré quelques mois. Mais bien vite, il faut revenir à la réalité des choses. Un climat très dur. Un climat très dur, presque, je dirais, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, de guerre civile, dans la mesure où toutes ces nouveautés n'ont pas plu du tout à la droite, et en particulier à la presse de droite, qui va s'acharner contre ce nouveau gouvernement. Cette presse qui va développer des thèmes anticommunistes, des thèmes antisémites, des thèmes xénophobes, qui va s'acharner en particulier sur Léon Blum lui-même, qui est juif. On le traitait de sale juif. C'était écrit noir sur blanc dans les journaux. Et même l'Action française qui s'en prend à Salengro, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui était à la tribune, un petit peu soucieux, parce que déjà, il était éclaboussé par ces scandales. On l'accusait d'avoir été traître durant les premières guerres mondiales, d'avoir trahi, d'être passé du côté de l'ennemi. C'était entièrement faux. Il a été blanchi. On l'avait accusé d'avoir franchi les lignes ennemies. Il était allé de l'autre côté, effectivement, mais c'était pour essayer de sauver un camarade qui était blessé de l'autre côté. Bon, alors, ils ont monté une véritable affaire contre Salengro. Sa femme est décédée, d'ailleurs, de désespoir, et lui-même, a décidé de se suicider. Il était ministre de l'Intérieur. Il a fait auparavant une lettre qu'il a adressée, bien entendu, à Léon Blum. Donc, même s'il avait été innocenté, la rumeur restait, il était toujours attaqué. Donc, vous voyez, on est quand même dans une ambiance qui est extrêmement tendue. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Bon, que le fait que les congés payés n'aient pas plu, c'est une chose, mais ça ne peut pas justifier une telle haine. Bon, là encore, sorti du canard enchaîné, justement, la colère ou l'hostilité des nantis, c'est-à-dire des riches qui voient d'un mauvais œil que eux, les pauvres, les travailleurs, puissent se baigner. Donc là, vous avez une riche bourgeoise qui s'entretient. Vous ne pensez pas que j'allais me tremper dans la même eau que ces bolcheviks. Donc, des thèmes très, très anticommunistes. Dès qu'on fait un peu de social, on est communiste. Donc, une tension très forte. Bon, peut-être pas de guerre civile, mais on n'en est pas loin. Les mesures économiques prises par le Front populaire, au début, n'ont pas été non plus excessivement révolutionnaires. Ils ont nationalisé l'industrie d'armement. Bon. Et ils ont créé un office du blé pour justement fixer le prix minimal du blé, assurer un salaire, enfin un revenu minimum aux agriculteurs. Ils ont contrôlé la Banque de France. Bon. Mais bon, c'est pas le stalinisme de l'URSS. A été créée aussi quand même en 1937 la SNCF, nationalisation des sociétés nationales du chemin de fer français. Bon, mais ce ne sont pas des mesures de ce type stalinien, ce n'est pas du tout les bolcheviks de l'URSS. Mais la tension est très forte. Donc ça déstabilise ce gouvernement. Mais le désenchantement, finalement,
va venir des partis du Front populaire lui-même, par les événements extérieurs, par ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, à savoir la guerre civile d'Espagne en 1936. Quoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on intervient dans cette guerre civile qui oppose les républicains et les nationalistes ? Certains ne se sont pas posé la question. Les nazis et les fascistes sont intervenus du côté des nationalistes, mais les démocraties hésitent du côté républicain. Et finalement, Léon Blum choisit la non-intervention. Ce qu'on va lui reprocher, ce que les antifascistes, les partis de gauche français vont lui reprocher. Donc déjà, il va y avoir une certaine méfiance. Et la désaffection va venir surtout des classes moyennes, qui attendaient beaucoup de ce Front populaire, on l'a vu au début, mais finalement, ils vont être déçus, parce que si dans un premier temps, les salaires augmentent, le pouvoir d'achat, finalement, ne suivra pas. Le franc doit être dévalué aussi en 1936. Si bien ce qu'on a gagné d'un côté va être perdu de l'autre, et la politique économique est décevante. Si bien que maintenant, la France va être prise dans la situation internationale qui devient de plus en plus dramatique. La France est sur la défensive et ça va amener la fin du Front populaire. Toutes les difficultés s'accumulent et finalement, ça va être entraîné par la gravité des relations internationales. La situation, ici, sur ces quelques graphiques, résume brièvement qu'on n'a pas réussi à redresser vraiment la production industrielle. Ça stagne. Vous voyez ici, avec l'indice 100 1928, on n'est pas arrivé à remonter grand-chose. Ce n'est pas satisfaisant. Les salaires ont augmenté, certes, mais les prix aussi. Si bien que le pouvoir d'achat, on n'y a pas vraiment gagné grand-chose. Le patronat a préféré, est très mécontent évidemment de tout ce qui se passe. Ces lois sociales lui coûtent cher. Pour eux, les accords Matignon, c'est un échec. Ils refusent d'investir pour pouvoir relancer la production. Il y a beaucoup de capitaux qui sont partis à l'étranger, craignant évidemment les bolcheviks qui sont partis en Suisse. Si bien que ceux qui restent n'arrivent pas à relancer la production. Et devant cela, Léon Blum lui-même décide une pause. En février-mars 1937, il décide une pause, stop, dans les réformes sociales. Alors ça mécontente tout à fait le Parti communiste, entre autres. Ça mécontente tout à fait certains aussi des socialistes. Et ce n'est pas pour autant que la droite va le soutenir. Et même en juin 1937, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers au Sénat pour essayer de faire quelque chose. Ça lui est refusé. Il doit donc démissionner. Il y aura un bref retour de Léon Blum au pouvoir, mais il ne parvient pas à relancer la dynamique du Front populaire. Et finalement, à partir d'avril, mars-avril 1938, le gouvernement est dirigé par le radical Édouard Daladier. Et Édouard Daladier proclame qu'il faut remettre la France au travail, entre guillemets, c'est sa formule, remettre la France au travail, rassurer les industriels. Et il considère que la politique du Front populaire, qui consistait à relancer l'économie en favorisant la consommation, par la hausse des salaires, est un échec. Donc, il faut arrêter. Et il promulgue toute une série de décrets-lois. Alors, des décrets-lois, ce sont des lois, des textes du gouvernement qui ont force de loi sans passer devant l'Assemblée nationale. Donc, décrets-lois pour aller plus vite. Décrets-lois qui, bien sûr, visent à rassurer les industriels,
faire des économies budgétaires, revoir la semaine des 40 heures, lors des grèves, faire des réquisitions des fonctionnaires. Plusieurs centaines de délégués syndicaux seront licenciés. Hein. Et d'ailleurs, la grève lancée par les syndicats, qui était prévue pour novembre 1938, est un échec. Hein. Personne ne suit. C'est qu'on est effectivement pris par la situation internationale. On est pris par la situation internationale. Désormais, c'est la dégradation de la situation internationale qui occupe tous les esprits. Alors, très brièvement, hein, je vous rappelle, on est en 1938, mars 1938. Hitler, justement, profite de cette passivité des démocraties pour réaliser l'Anschluss, c'est-à-dire la réunification de l'Allemagne et de l'Autriche, toujours dans la même année, hein, le mois suivant, en avril. Il a des vues, il revendique les territoires germanophones des Sudètes, hein, l'ouest de la Tchécoslovaquie. Donc c'est une politique vraiment impérialiste, d'expansion. L'opinion publique française est quelque peu désemparée devant tout ça. L'opinion publique française, elle est foncièrement pacifiste. On a encore en mémoire toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, qu'on avait baptisée la der des der. On croyait que c'était la dernière des dernières. On ne voulait plus jamais ça, tout, mais pas ça. On a encore en tête ce carnage. Ce souvenir des tranchées s'est enraciné. On le commémore en ce moment. C'est enraciné dans la mémoire des Français et aussi de bon nombre d'hommes politiques, de gauche comme de droite. C'est le pacifisme qui l'emporte. Il y a bien quelques voix qui s'élèvent, qui se disent qu'il faudrait peut-être faire quelque chose contre l'avancée de cet impérialisme nazi. Mais ce qu'on veut finalement, l'essentiel de la population et des hommes politiques, c'est sauvegarder la paix. C'est ainsi qu'est organisée cette entrevue à Munich le 29 et 30 septembre 1938, où la Grande-Bretagne et la France, avec leurs représentants respectifs, Chamberlain pour la Grande-Bretagne, Daladier, vous voyez d'ailleurs, il n'a pas l'air très satisfait de lui, pour la France, Hitler, très satisfait, Mussolini, ont effectivement fait cette rencontre pour ménager la paix. Mais ce n'est qu'une illusion parce que finalement, les démocraties reconnaissent l'état de fait, les démocraties acceptent les revendications allemandes et la partition de la Tchécoslovaquie. On pense qu'en donnant satisfaction à Hitler, il s'arrêtera là, il se contentera de ça. On ne connaît pas son gros appétit, mais la situation, pour le moment, est sauvée. On est dans une véritable illusion. Daladier lui-même en est conscient. D'ailleurs, lorsqu'il revient, il est acclamé comme un héros. Il en est fort triste parce que il est quand même bien placé pour savoir ce qui se passe. Il sait bien que ça va mal se terminer, mais il est acclamé. Là, c'est une photo comme il pourrait y en avoir tant d'autres. Là, ce sont des couturières qui sont ravies, qui brandissent les portraits de Daladier et de Chamberlain, qui arrosent ça, peut-être pas au champagne, si, une bouteille de champagne. Et la paix est sauvée. Pas pour longtemps, bien sûr, mais c'est une illusion. Et on sait que les ambitions d'Hitler, évidemment, ne vont pas s'arrêter là. Alors, on est vraiment à la veille de la guerre. La France est repliée sur elle-même. La France est vieille, renouveau démographique, il n'y en a pas eu. Elle est pacifiste. La situation économique n'est pas brillante. La France, depuis le début des années 30, s'est appauvrie. La production industrielle, on l'a vu tout à l'heure, stagne. Le commerce est prioritairement tourné vers les colonies. L'équipement des armées, de l'armée française, est très inférieur à celui de l'Allemagne. L'état-major français évolue pas non plus dans ses conceptions stratégiques. On est derrière la ligne Maginot, on se croit à l'abri. Mais le gouvernement Daladier va tout de même se rend compte qu'il faut faire quelque chose, mais c'est trop tard, va augmenter le budget de l'armée. Il engage une politique de réarmement
en consacrant plus de crédits au budget militaire, hein, évidemment, aux dépens de l'économique et du social. La France, donc, est mal partie. Hein. D'ailleurs, le 23 août 1939, là, l'illusion est terminée, puisque le 23 août 1939, c'est un profond séisme politique lorsqu'on apprend la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS. Si Hitler s'assure la neutralité de l'URSS, c'est qu'il veut se libérer les mains pour se préparer à la guerre vers l'Ouest. Hein. Et donc là, c'est trop tard. La France devra, malgré ses handicaps, la France devra répondre, hein, à cet effort de guerre. Alors, conclusion générale, parce que bon là, excusez-moi, j'ai un petit peu plus de temps. Conclusion générale. Sur cette période de crise, on peut dire que malgré cette crise profonde, cette crise économique, sociale, politique, le Front populaire a été une bouffée d'air frais, même si ça n'a pas duré longtemps, hein, mais une bouffée d'air frais, une illusion aussi, ça restait dans les mémoires des Français. Le Front populaire a sauvegardé les institutions de la République, hein, tout de même, tout en prenant d'importantes mesures sociales. Hein, mais elle n'est pas préparée à affronter la Deuxième Guerre mondiale, le deuxième conflit, et puis alors là, bon, c'est un autre type de crise. Je vous remercie pour votre attention.